Bien, bonjour à toutes et à tous. On va changer totalement de perspective. J'ai entendu un des intervenants tout à l'heure qui disait qu'il faut changer un peu l'axe de regard. Et là, vous allez voir que vous allez découvrir votre objet comme moi je l'ai découvert lorsque j'ai été amené, comme juriste spécialiste en droit de l'environnement, à m'intéresser à ce que sont les SNIEF. Alors, dans le vocabulaire juridique, on emploie beaucoup les acronymes, mais celui-ci était un peu curieux. Et en fait, pour un juriste, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pour un juriste une SNIEF? On pourrait dire, comme disait De Gaulle, une certaine organisme, c'est un machin, on ne sait pas trop. Ça peut être aussi, nous on le qualifie un OJNI, un objet juridique non identifié. Et on va voir qu'il n'a pas d'identification juridique à la base, mais le droit, il n'aime pas laisser les objets sans qualification, parce que si on n'a pas de qualification, on n'a pas de régime juridique, et si on n'a pas de régime juridique, ça n'est rien. Et donc on va essayer je vais essayer de vous retracer la façon dont le droit, petit à petit, a appréhendé cet objet, comment il lui a donné un régime juridique et comment il a fait en sorte, et là c'est la grande magie du droit, c'est qu'un élément qui n'a aucune valeur juridique, il n'existe pas juridiquement, on peut lui faire quand même produire des effets de droit. Premier élément. Et le second, c'est qu'on verra que malgré tout, pour constituer une SNIEF, il y a énormément d'éléments juridiques qui sont nécessaires parce qu'il faut pouvoir pénétrer sur les terrains. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on est scientifique ou mandaté par l'administration pour pouvoir faire des relevés qu'on peut rentrer chez n'importe qui comme ça. Il y a quand même un certain nombre de règles de droit. Et puis, si on a un peu de temps et si intellectuellement vous suivez encore un peu, on essaiera de voir quelques données sur les questions de droit d'auteur ou droit de producteur de la donnée, qui sont loin d'être évidents. Mais je passerai assez rapidement sur ce point parce que c'est très, très, très technique et je pense que l'hypoglycémie vous guette. À la base, qu'est-ce que c'est ? Le juriste va se fonder sur les textes, et en fait, les textes, il n'y a rien. Premier élément qui parle de la SNIEF, c'est une circulaire de 1982, comme vous le savez sans doute, et une circulaire en droit, c'est-à-dire quelque chose, c'est une espèce d'organisation interne de l'administration qui parle à ses agents, ça n'a pas de valeur juridique. Il n'y a pas d'opposabilité particulière. C'est un peu comme on le trouvait en 1974 dans ce qu'on appelle les cartes de localisation probable des avalanches. C'est un peu la même chose pour le RMT sur ce qui concerne les restaurations des terrains en montagne. Ça ne vaut rien. On recommande simplement de faire un certain nombre d'éléments. Et donc, ça n'a aucune valeur juridique à la base en tant que tel, parce que justement, c'est créé par un document qui n'a aucune valeur juridique, comme tel. Mais le droit ne pouvait pas ne pas s'y intéresser. Déjà, par simple curiosité, c'est quoi cet objet un peu bizarre, puisqu'on a une production de cartes avec des données, et surtout, c'est l'usage que l'on va en faire. Et en fait, c'est sur la contrainte des événements que le droit était amené à s'y intéresser, parce que vous avez eu des recours qui ont été fondés sur les SNIEF. Donc des recours, c'est-à-dire la saisine du juge administratif, où l'usage avait été fait de ces SNIEF-là. Alors, en l'occurrence, la première décision, c'est une décision du tribunal administratif d'Orléans, un vieux jugement Frappec, Rommel et autres, où vous avez une commune qui transforme une zone ND, c'était à l'époque du POS, donc une zone naturelle, qui était classée, qui était donc en SNIEF de type 1, qui était sur une zone Ramsar, qui était en plus sous le cadre de la directive Oiseau de 1979 à l'époque, donc ça devient 2009, et qui classe ce terrain en terrain de golf avec un programme immobilier. Et donc la question a été de savoir si le classement opéré par la commune était valable ou pas. Et donc le juge a bien dû s'interroger sur c'est quoi la force juridique de cette SNIEF ? Est-ce qu'elle peut conditionner le choix par la commune du classement du terrain, alors même qu'elle révèle qu'il y a un intérêt biologique remarquable sur le secteur ? Je vous donnerai la solution un peu tout à l'heure, mais pas tout de suite. Et donc, c'est le contentieux à la base qui va permettre de qualifier, qui va permettre de déterminer ce qu'est une SNIEF, en tout cas pour le juriste, avant finalement que ce ne soit le législateur qui s'en empare, sous plusieurs angles, on le verra également. Et finalement, le législateur s'en empare également sous la pression des événements, parce qu'il faut bien pouvoir déterminer, puisqu'il y a une atteinte à la propriété sous deux points de vue, même si ça ne vous paraît pas aussi évident que cela. Vous pénétrez sur la propriété d'une personne, c'est une atteinte à la propriété, et seul le législateur peut fixer les conditions d'atteinte à la propriété. Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc c'est comme quelque chose d'assez fort.
Et puis vous avez aussi la propriété de la donnée. Même si ça n'est qu'une donnée brute, vous prélevez des éléments sur le terrain d'une personne, ça lui appartient. Est-ce que vous avez le droit de le faire et ensuite d'en faire toute une analyse, éventuellement de commercialiser tout l'artefact qui aura été organisé autour? Et donc le législateur a dû s'y intéresser de ce point de vue-là. Et puis également, il s'y est intéressé pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire concrètement, notamment lorsqu'il va, avec la loi biodiversité de 2016, imposer les inventaires. D'accord ? Et donc, c'est par tout cet environnement juridique, un peu sous la poussée des événements, que le législateur va s'y intéresser, mais il ne le fera qu'en second lieu, après que la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions juridictionnelles, s'y soient intéressées. Et pourquoi ? Si vous voulez, si on reprend l'aspect strictement juridique, donc moi je me livre à une analyse et je regarde ce qu'il y a dedans, pour me dire où est-ce que je peux trouver du droit dans un truc où il n'y en a pas du tout, à la base. C'est en fait, on a quoi ? On a un inventaire qui nous fait le recensement, comme dit le texte, des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques. Quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'est Serge, oui, il est parti, a parlé des IEVG, et géologiques, puisqu'elle n'y figurait pas initialement. Or, ici, on a un mécanisme selon lequel on a un inventaire qui va servir. Et à quoi va-t-il servir ? Eh bien, à plusieurs choses. C'est d'abord, on va dire, un simple élément déclaratif. Une SNIEF ne crée rien, une SNIEF constate, une SNIEF dit, ici, il y a telle chose, et on va dire que le seul élément, le seul apport qu'il peut y avoir, c'est de faire une répartition entre les types 1 et les types 2, donc on opère une qualification, mais qui n'est qu'une qualification, un élément, on va dire, strictement qualificatif, et qui n'a pas d'impact juridique en tant que tel. Donc si on en fait une première analyse comme ceci, ça n'apporte rien, c'est une donnée brute, et ce qu'on appelle un élément déclaratif, ça ne produit pas d'effet de droit. Ça n'est pas contraignant, ça n'est pas normatif, c'est ce que dit d'ailleurs le Conseil d'État dans un arrêt extrêmement intéressant de ce point de vue. Vous allez comprendre tout de suite l'intérêt qu'on peut avoir d'attaquer une SNIEF, en l'occurrence ici, c'était un village en Corse dont le maire attaque devant le juge administratif d'abord, devant la cour administrative d'appel après, et enfin devant le Conseil d'État, donc jusqu'à 30 procédures, juste pour savoir ce qu'est une SNIEF, simplement parce qu'il demande au préfet de réduire le périmètre de la SNIEF, et le préfet refuse. Et donc la commune attaque le refus en disant le préfet, compte tenu des éléments que l'on a, ne peut que modifier. Eh bien, le juge va rejeter son recours en disant la chose suivante, c'est que les inventaires de richesses naturelles, écologiques, faunistiques et floristiques, c'est un simple outil d'inventaire, donc en fait il va rechercher sur 2-3 circulaires pour donner les éléments, c'est qu'un simple outil d'inventaire scientifique permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur, et là c'est l'élément le plus important, ils sont par eux-mêmes dépourvus de toute portée juridique et de tout effet. Et par suite, si les données portées à l'inventaire constituent une SNIEF sont susceptibles d'être contestées, et je vous l'explique après, à l'occasion d'un recours formé contre une décision qui est prise sur cette base, eh bien la constitution même de l'inventaire, ça n'est pas un acte qui fait grief. Autrement dit, ça n'est pas un acte qui fait du tort, donc comme il n'y a pas de tort, il n'y a pas d'intérêt à agir. S'il n'y a pas d'intérêt à agir, on ne peut pas agir. Donc on ne peut pas le contester, juridiquement en tant que tel. Et donc le juge nous dit, tout simplement, le Conseil d'État nous dit tout simplement, on ne peut pas l'attaquer directement. Mais il nous donne une autre information, c'est que si on ne peut pas l'attaquer directement, on peut le faire de façon indirecte. Autrement dit, la constitution de l'inventaire elle-même, la constitution, le fait de déterminer les limites de cet inventaire avec le zonage, etc., en tant que tel ne peut pas être attaqué. En revanche, si une décision est prise en se fondant sur cet inventaire, et c'est cette décision juridique-là qui va conférer une valeur, un effet juridique à cet inventaire, eh bien si cette décision juridique-là se fonde sur un inventaire qui est mal constitué, on peut attaquer la décision en disant que la décision est illégale comme fondée sur des données insuffisantes ou illégales. Donc on fait un espèce de système en arborescence permettant de donner une valeur juridique, donner des effets juridiques à quelque chose qui en est totalement dépourvu. Et je vais vous donner quelques exemples dans ce moment-là, parce qu'on a en droit ce qu'on appelle EMA. Alors EMA, c'est erreur manifeste d'appréciation. J'ai toujours donné quelques petites
éléments pour qu'on puisse les retenir facilement. Et l'erreur manifeste d'appréciation, c'est quoi? C'est que à partir du moment où la collectivité, prenons l'hypothèse d'une commune, dont je reprends mon jugement Frappec, Rommel et autres à propos de la constitution d'un golfe sur une zone qui était en Natura 2000, le juge va considérer que la collectivité a commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant un terrain de constructible alors qu'il était sur une zone qui est inventoriée comme relevant d'un patrimoine naturel remarquable. Et donc c'est le décalage qu'il y a entre la qualification juridique de la zone et la réalité scientifique de celle-ci qui crée ce qu'on appelle cette erreur manifeste d'appréciation. Ce qui veut donc dire qu'on fait produire un effet juridique à l'inventaire. Mais il est possible de contester la validité scientifique de l'inventaire pour éviter de lui faire produire les effets juridiques qui sont ceux-là. Je donne un exemple que j'ai connu récemment où vous aviez un certain nombre d'éléments espèces protégées. Alors, comme l'a dit Serge tout à l'heure, ce n'est pas la SNIEF qui crée l'espèce protégée, elle est là, puis point final. Mais il y avait des espèces protégées qui étaient dans l'inventaire, et puis un de vos collègues a parlé de nécessité de rajeunissement de ceux-ci, de les mettre à jour. Et on s'est rendu compte que les éléments qui avaient permis le classement en SNIEF de type 1, alors c'était sur microzone, mais c'était quand même gênant parce qu'on ne pouvait pas réaliser le projet, eh bien, il a fait faire un inventaire contradictoire pour constater que les espèces qui avaient justifié le classement en SNIEF de type 1 avaient disparu. Donc le zonage SNIEF de type 1 ne se justifiait plus scientifiquement, donc l'élément de référence scientifique n'ayant plus de validité, alors la décision qui refusait l'autorisation de transformer la zone en zone constructible sur le fondement d'un inventaire qui n'était plus valable, n'était elle-même non plus valable. Vous voyez, donc c'est un jeu qui est assez subtil comme ceci, où on ne fait pas produire d'effets directs, mais on fait produire des effets totalement indirects, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un effet simplement déclaratif. Donc c'est déclaratif, donc on ne fait que constater ce qui est en tant que tel. Donc ça ne produit pas d'effet comme tel. Et puis si on fait une recherche dans la jurisprudence, eh bien on se rend compte que la présence de ces évaluations environnementales ont d'autres effets en tant que tels. L'inventaire SNIEF, finalement, il est quasiment systématiquement invoqué lorsque l'on doit attaquer des classements d'espace en espace naturel ou au contraire en espace qui pourrait être artificialisé en tant que tel. Pourquoi ? Parce que ça permet de démontrer l'intérêt écologique du site. Or, pourquoi est-ce qu'on va rechercher la SNIEF ? C'est que la SNIEF fait partie des informations que l'État, donc le préfet, doit délivrer aux communes dans ce qu'on appelle le porté à connaissance, soit pour les élaborations, soit pour les révisions de PLU, donc plans locaux d'urbanisme, ou pour les SCOT. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la commune va signaler, ou l'intercommunalité va signaler à l'État, au préfet, qu'ils vont élaborer ou un PLU ou un SCOT, eh bien l'État doit transmettre un certain nombre d'informations qu'il a. Alors, même si maintenant il y a les ABC qui font non pas une concurrence mais une complémentarité avec les SNIEF, mais ça permet, si vous voulez, d'avoir des éléments de référence qui sont transmis par l'État. Ce qu'il faut comprendre dans ce cadre-là, c'est qu'à partir du moment où l'État transmet une information qui n'a qu'une simple valeur d'information, c'est la traduction juridique que l'on va donner de cette information qui produit un effet de droit. Autrement dit, si vous avez une SNIEF de type 1 que l'on va classer en zone N, donc naturelle et forestière pour les PLU et anciennement les zones ND lorsqu'on était dans les POS, vous allez donc faire produire des effets de droit par le règlement de zone de la zone N par rapport à quelque chose qui était une simple information une fois encore. D'accord ? Et donc on a une espèce de, pardonnez-moi l'expression, de transmutation juridique par le fait qu'on traduit autrement dans une autre donnée, finalement. On a une donnée brute pour nous, c'est la SNIEF, et on la traduit en donnée juridique, c'est un règlement qui va s'appliquer dessus. Or, comme le règlement, c'est une atteinte à la propriété, il ne faut pas l'oublier, le droit de l'urbanisme, c'est une atteinte à la propriété, une façon de régir la propriété, on ne peut le faire que si la mesure est légale. Donc on va confronter les causes de la légalité de la mesure, c'est-à-dire ce qui a fait qu'on a traduit le terrain comme étant constructible ou inconstructible, c'est-à-dire les données de la SNIEF. Et si les données sont mauvaises ou si on a mal pris en compte la SNIEF, eh bien, la traduction juridique est mauvaise, donc c'est illégal. Oui, donc on suit comme si vous voulez, on suit comme cela ce cheminement. Mais en tant que tel, et c'est bien ce que nous dit
la jurisprudence, le fait qu'on ait une SNIEF, ça traduit une réalité environnementale en tant que telle, une réalité écologique du site, mais formellement, on n'est pas obligé dans le document de dire que les données écologiques que l'on a eues proviennent du SNIEF. Parce que la SNIEF en tant que telle n'est qu'un support d'information. Je veux dire par là qu'on a l'opération exactement inverse avec ce qu'on appelle les espèces protégées. Vous avez désormais les évaluations environnementales, et c'est comme ça qu'on va d'ailleurs réinvestir les SNIEF dans les POS et les PLU, c'est que depuis 2011, vous avez une obligation d'évaluation environnementale de ces documents. Or, pour faire les évaluations environnementales, on va déjà chercher, plutôt que de recommencer ce qui a été fait, on va chercher déjà les données existantes, donc on va les chercher dans les SNIEF. Et le fait de dire que les données qu'on a utilisées, le fait de ne pas dire que les données qu'on a utilisées ne sont pas issues d'une SNIEF n'est pas une cause d'illégalité en tant que telle. C'est-à-dire qu'en fait, la nature de la donnée importe peu, ce qui importe, c'est la donnée comme telle et son exactitude. Et je disais, c'est exactement l'inverse des espèces protégées. Les espèces protégées, dans une étude d'impact, on ne peut pas dire qu'on a rencontré telle et telle et telle espèce sans dire qu'elle est protégée au titre de telle et telle réglementation, parce qu'en ne donnant pas sa qualification d'espèce protégée, ça ne met pas le public dans le cadre de l'enquête publique, et ça ne met pas l'administration dans le cadre de son instruction en mesure de mesurer l'intérêt de l'élément par sa qualification. D'accord ? Il y a plusieurs jurisprudences, notamment une jurisprudence VICA, où le Conseil d'État annule purement et simplement une autorisation d'ouverture de carrière. Ce n'est pas qu'on n'avait pas remarqué qu'il y avait telle espèce de tortue, c'est qu'on n'avait pas dit qu'elle était protégée. Or ici, pour les SNIEF, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'on a la donnée, mais on n'est pas obligé de dire qu'elle vient de la SNIEF. Donc la SNIEF, si vous voulez, est indifférente dans la qualité de la donnée que l'on met. Ce qui importe, c'est que la donnée soit juste dans le document en tant que tel, dans le document en tant que tel. Or, si on analyse bien ce contentieux, et puis si vous n'êtes peut-être jamais allé de votre vie sur Légifrance, faites-le une fois, vous rentrez Légifrance, vous mettez SNIEF ou zone naturelle d'intérêt, etc., entre guillemets, pour éviter d'avoir un moteur qui tourne un peu trop en boucle. Vous avez plusieurs centaines de décisions, souvent à peu près les mêmes. Mais si on veut essayer de faire une taxonomie de celle-ci, on se rend compte que, par exemple, le contentieux de la DUP, les déclarations d'utilité publique, qui sont extrêmement importantes, notamment lorsqu'on va vouloir exproprier un terrain, pour dire que l'intérêt public est supérieur à l'intérêt privé, donc l'État ou la collectivité peut s'approprier le terrain d'une personne privée, eh bien, la présence d'une SNIEF est un élément qui est pris en considération dans le cadre de l'appréciation de l'utilité publique de ceci. Pourquoi ? Parce que la déclaration d'utilité publique d'un projet, c'est ce qu'on appelle en droit helvétique une pesée globale des intérêts. On va opposer d'un côté les intérêts du projet par rapport à ses inconvénients environnementaux, mais on va pouvoir contrebalancer les inconvénients environnementaux en notamment imposant un certain nombre de mesures environnementales comme de la compensation, comme etc. Or, l'intérêt public du projet va s'apprécier au regard des mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui vont être déterminées notamment par la qualité du milieu ou la qualité de la biocénose qui s'y trouve, par justement l'inventaire SNIEF. L'inventaire SNIEF, c'est un élément supplémentaire, si vous voulez, d'appréciation de l'intérêt que l'on peut avoir à la chose. Et donc forcément, si vous avez classé en SNIEF de type 1, présentant un intérêt biologique remarquable, ce n'est pas comme les SNIEF de type 2 parce qu'elles n'ont pas tout à fait le même intérêt et donc on n'aura pas les mêmes exigences de compensation des déséquilibres dans les SNIEF de type 2 par rapport aux SNIEF de type 1. Donc malgré tout, elle a son intérêt, elle comporte ainsi son intérêt juridique. Et puis si on continue les inventaires, les inventaires des SNIEF dans la jurisprudence, on peut le voir aussi dans la classification qu'on peut avoir de certains sites. Par exemple, dans la loi littorale du 3 janvier 1986, donc qui est désormais dans le code de l'urbanisme, vous avez la nécessité pour les documents d'urbanisme de prendre en compte ce qu'on appelle les espaces remarquables. D'accord ? Comment est-ce qu'on identifie un espace remarquable ? Eh bien, c'est sur un ensemble de caractéristiques. Donc, vous avez des circulaires qui, en compilant la jurisprudence, viennent vous donner les caractéristiques essentielles. Et certaines jurisprudences viennent vous dire que
l'inscription d'un site sur une SNIEF ne confère pas en tant que tel un caractère remarquable. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas en tant que tel, mais c'est un indice, nous dit le juge, c'est un indice important pour la qualification des espaces remarquables. Autrement dit, ça ne donne qu'un élément supplémentaire, un indice de plus, permettant d'aller dans le sens de cette qualification. Tout simplement pourquoi ? Parce que si on est dans un espace remarquable du bord du littoral, on ne peut pas urbaniser, on peut le faire seulement avec ce qu'on appelle des aménagements légers, etc. Donc, le fait d'avoir utilisé une SNIEF pour dire c'est un espace remarquable, parce que notamment il y a la SNIEF, c'est un indice supplémentaire. En droit, on fonctionne sur ce qu'on appelle le faisceau d'indices. Lorsqu'on est dans des éléments un peu flous, on n'a pas des critères formels, notamment pour ce genre de zone, on est sur des faisceaux d'indices, et plus on a d'indices qui vont en faveur d'eux, mieux c'est. Et donc la SNIEF vient surajouter un élément permettant d'identifier. Voilà, et donc vous voyez bien comme ça qu'on est passé d'un élément qui n'a aucune valeur juridique à quelque chose qui peut produire des effets juridiques en tant que tel. Par ce jeu, justement, où, ce que j'ai appelé ces transmutations, on peut lui faire, en l'utilisant dans des cadres particuliers, lui faire produire des effets de droit comme tel. Oui, mais le droit ne se limite pas à ces éléments pour savoir quelle est la valeur. Le droit s'intéresse aussi à la façon dont on constitue la SNIEF. La façon dont on constitue la SNIEF, vous le savez mieux que les juristes comment ça se fait, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, et sur le terrain, on se heurte, même si la barrière est parfois invisible, c'est la barrière de la propriété. Et la question, c'est comment on pénètre sur les propriétés privées pour faire ces inventaires-là. Jusqu'à ce qu'il y ait une modification en 2002, donc par ce qu'on appelait la loi Démoprox, la loi démocratie de proximité. Donc c'est maintenant l'actuel, pardonnez-moi, ce sera peut-être la seule fois où je vais donner un article, le L411-5 du Code de l'environnement. On n'avait aucune donnée, c'est-à-dire qu'entre 1982, le moment où on crée les SNIEF, et 2002, c'est-à-dire 20 ans, on n'a aucune règle qui nous permet de pénétrer dans une propriété privée. C'est-à-dire que le propriétaire peut vous attendre avec son fusil ou ce qu'il veut, ou son huissier, ou que sais-je, pour dire, même si vous êtes paré d'une mission officielle du muséum pour aller, etc., ça ne compte pas face à la propriété. Il faut quelque chose d'un peu plus fort qu'on appelle la loi, et qui va donc assujettir la propriété à ces impératifs. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que l'article en 2002 va renvoyer à un vieux texte qu'on utilisait pour la pénétration dans les propriétés, pour préparer les travaux publics, c'est-à-dire une loi du 29 décembre 1892. Oui, le droit français n'a pas la modernité qu'on pourrait penser. On travaille encore sur des textes antérieurs. Je vous rappelle qu'il y a seulement une dizaine d'années qu'on a abrogé l'ordonnance Colbert du XVIIIe siècle et qui était encore valable. Je crois d'ailleurs qu'un vieil édit d'Henri, je ne sais plus quel roi, interdisant aux femmes de porter pantalon et de fumer dans les rues, est toujours valable. Donc on a cette antériorité-là. Or, que nous dit ce texte-là ? Donc c'est un texte en fait qui est sur les dommages causés à la propriété privée du fait de l'exécution de travaux publics. Or, pour pouvoir exécuter des travaux publics, et notamment pour pouvoir réaliser une expropriation, et donc pour pouvoir faire une étude d'impact qui va permettre de justifier les travaux, etc., il faut pouvoir par avance pénétrer dans la propriété privée avant d'avoir exproprié. Et donc pour préparer ce cheminement juridique-là, il faut intégrer la propriété. Et c'est pour ça que le texte va autoriser le préfet à imposer aux propriétaires de laisser le libre accès à leur propriété. Sauf que, jusqu'à 2002, l'accès aux propriétés était strictement limité à la réalisation de travaux publics, ce que ne sont pas les SNIEF en tant que tels. D'accord ? J'ai retrouvé une jurisprudence extrêmement intéressante si je remets la main dessus, de la Cour de cassation. La SNIEF, c'est rien pour la Cour de cassation. Enfin, je veux dire, c'est rien au sens de ça n'a pas de matérialité. En l'occurrence, ici, c'est un arrêt de 2011, c'était une SAFER donc, qui voulait procéder à une expropriation, notamment sur proposition du DREAL, pour réaliser un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement. Et donc, la SAFER fait une proposition d'expropriation et la décision de la SAFER est attaquée puisqu'on est dans le cadre de la phase judiciaire de l'expropriation. Et la Cour de cassation nous dit, alors je vous le traduis parce que c'est assez long, c'est que l'acquisition de parcelles situées dans une SNIEF ne constitue pas en soi un projet.
Donc ça n'a pas de valeur de projet en tant que tel. Donc dans ce cadre, s'il n'y a pas de projet, comment voulez-vous pénétrer dans une propriété privée sur la base d'un texte qui est relatif à des projets? Et donc le législateur en 2002 va donner l'autorisation à l'État, aux collectivités, de pénétrer dans ces propriétés sur le fondement de ce texte-là. Ça permet aux agents d'administration, et on va voir c'est important, et ceux auxquels elle délègue ses droits, c'est-à-dire notamment des bureaux d'études et autres, de pénétrer dans les propriétés privées pour effectuer les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux. Et cette étude des projets de travaux va être étendue aux inventaires du patrimoine naturel. Mais, quand je dis étendue à ces inventaires, c'est en gardant les mêmes limites. Les limites, c'est-à-dire, est-ce que la propriété est close ou elle n'est pas close, parce qu'on n'aura pas les mêmes procédures pour pouvoir pénétrer dans une propriété close ou qui ne le serait pas en tant que telle. Qui ne sera pas en tant que telle. Puis la nuance entre les deux, c'est que si elle n'est pas close, il suffit d'afficher en mairie le fait qu'il va y avoir une pénétration dans la propriété, puis ça suffit pour l'information. Si elle est close, il faut identifier les propriétaires et leur notifier, et si on n'arrive pas à les identifier, il faut notifier à l'occupant. Et puis la dernière ultime procédure, c'est de faire un affichage en mairie. Donc vous avez, si vous voulez, pour protéger les droits du propriétaire et de la propriété close ou pas close, ce type de procédure en tant que telle. Mais surtout, c'est que si le fait de faire l'inventaire et notamment faire des prélèvements sur le milieu pouvait causer, alors c'est purement spéculatif, mais pouvait causer des dommages à la propriété, les propriétaires peuvent demander une indemnisation. Mais ce texte-là ne suffit pas, parce que ce texte-là ne suffisait déjà pas à l'époque pour certains autres travaux, notamment les travaux de repérage et de pose de repères géodésiques. Et notamment lorsque, si dans une SNIEF, on doit poser un certain nombre de repères ou d'éléments, cette loi-là ne le permet pas, il faut passer à un autre texte qui n'a strictement rien à voir à la base non plus dans ce cadre-là. C'est de se fonder donc sur une loi du 6 juillet 1943, donc justement qui va permettre sur les propriétés privées de poser des bornes, des repères pour localiser notamment précisément les placettes témoins qu'on pourrait y déposer. Or, l'intérêt de ce texte, c'est non seulement qu'il autorise ceux qui vont pénétrer dans la propriété à faire des emprises, finalement, sur cette propriété, mais ça protège également les éléments d'emprise, puisque le propriétaire a l'interdiction de les déplacer, de les détruire, etc., à peine d'amende qui est suffisamment élevée pour un petit repère pour que le propriétaire ne s'y risque pas en tant que tel. Voilà, donc là, c'est la partie, on va dire, strictement la promenade dans la nature, et on va faire les inventaires. La dernière question qui se pose en droit et qui n'est pas la moindre, c'est pour ça que je l'ai réservée à la fin, qui n'est pas la moindre, c'est quoi les droits sur la donnée? C'est quoi les droits sur la donnée? Simplement parce que, si vous voulez, le fait d'aller faire du repérage, je vous donne un exemple particulier, c'est que si vous voyez une superbe maison, vous faites une photographie, vous avez le droit de le faire. Mais si vous faites une photographie et qu'ensuite vous la vendez sous forme de carte postale, vous n'avez pas le droit parce que le propriétaire a un droit à l'image de son bien. D'accord? Et de la même façon, il a le droit il est propriétaire des données qui émanent de son bien. D'accord? Voire même, parce que j'avais travaillé pour le GIS Infosol sur les aspects juridiques avec mon équipe, sur les aspects juridiques des données, puisque certains éléments de données sont vendus. Est-ce que le propriétaire pourrait avoir droit à des royalties sur les données vendues? Est-ce qu'il pourrait s'opposer à la cession des droits? Tout simplement parce que certaines données peuvent permettre de repérer son terrain exactement, et certains ne veulent absolument pas, parce qu'on pourrait dire on repère qu'il est pollué. Et si on repère qu'il est pollué, comme on sait, le préfet peut arriver ou le maire peut arriver en disant maintenant vous le dépolluez, je vous impose de consigner une somme répondant du montant des travaux, donc ça a quand même des incidences très fortes sur la propriété. D'accord? Et donc les propriétaires pourraient s'y opposer comme tel. Mais ils pourraient surtout s'y opposer sur la propriété de la chose. Sur la propriété de la chose. Alors pardonnez-moi, je vais essayer de vous faire des éléments très simplifiés. Ça ne sera pas tout à fait juste juridiquement, mais c'est pour vous permettre de comprendre simplement les éléments en tant que tels. 5 minutes, c'est parfait. 5 minutes avec les questions? Il n'y en aura pas, donc c'est parfait. Je vais m'arranger pour qu'il n'y en ait pas. Je dis toujours à mes étudiants à l'oral, occupez le terrain, comme ça on ne vous pose pas de questions.
Alors, si vous voulez, l'idée, c'est que dans le sens commun, la donnée, c'est quoi? C'est la représentation d'une information sous une forme conventionnelle qui est adaptée à son exploitation. Et donc, on a plusieurs formes, soit sous forme de statistiques, informatique, papier, numérique, etc., etc. Donc, on a en tant que tel une donnée. Or, le droit s'intéresse à la donnée, mais il fait cette pirouette qu'il fait très souvent, c'est qu'il ne définit pas son objet. Le droit des données ne définit pas ce qu'est une donnée, comme telle. Donc, on a une espèce d'aura ou de suspicion ou quelque chose, on dit dans le langage commun, on admet communément que la donnée c'est ça, donc c'est ça en tant que tel, c'est ça en tant que tel. Et donc, si vous voulez, pourquoi? Parce que ça témoigne de la difficulté du droit français d'intégrer les données dans les différentes classifications qu'on peut avoir dans ce cadre-là. En revanche, il y a certaines données qui, même si elles sont scientifiques, peuvent aussi avoir un caractère personnel. C'est-à-dire que le droit ne définit pas la donnée, mais il peut définir le caractère de la donnée. Par exemple, une donnée à caractère personnel, ça on sait ce que c'est en droit, puisqu'on a une définition, il dit c'est l'information relative à une personne physique identifiée. Bon, vous avez toute une série d'éléments, et on sait que cet élément-là, lorsqu'on l'analyse, permet d'accéder à cette catégorie qu'on va dire personnelle. Et donc, la question qu'on va se poser ici, c'est la question de la propriété de la donnée, de l'appropriation en tant que telle de la donnée. Est-ce que la donnée, c'est un bien juridique, finalement? Et dans l'affirmative, quel type de propriété on peut avoir dessus? Et troisième questionnement, c'est qui est propriétaire comme tel? Qui est propriétaire comme tel? Alors, pour faire simple, en droit, le monde juridique, il est assez binaire, hein, mais là, on l'a un peu étendu. C'est qu'on a ce qu'on appelle les choses appropriées, c'est-à-dire ces choses qui relèvent d'une propriété en tant que telle. On a ce qu'on appelle les res nullus, c'est les choses sans maître, c'est les choses qui n'ont pas de propriétaire, et c'est le premier qui s'en empare qui en devient le propriétaire. Un animal sauvage, vous en emparez, il n'a pas de maître, c'est vous qui en devenez le maître, par occupation. Et enfin, on a ce qu'on appelle les res communes, ou res communis au singulier, ce qu'on appelle les choses communes, c'est-à-dire qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous. Et donc la question serait, est-ce qu'une donnée de terrain, c'est une chose qui appartient au propriétaire, donc il y a une res propria, ou est-ce que c'est au contraire une chose sans maître, commune, c'est-à-dire qui n'appartient à personne? Et donc quelqu'un peut s'en emparer, n'en devient pas propriétaire, mais peut exploiter un certain nombre d'éléments liés à celle-ci. Vous ne nierez pas que la compagnie d'Air Liquide exploite l'air, alors que l'air est une chose commune. Mais ce qu'il exploite en réalité, c'est la façon dont il a conditionné l'air pour le mettre à disposition. Et on verra que ce qui est extrêmement intéressant par rapport à la donnée, c'est que dans la mesure où la donnée, on peut la considérer comme une chose commune parce qu'elle n'appartient à personne comme telle. Objectivement, ce qui va être vendu, c'est les modalités d'accès, c'est le travail qui a été accompli pour la mise en capacité d'être rendu accessible à tout le monde. En gros, c'est comme si en vous vendant l'eau, en fait on ne vous vend pas l'eau, on vous vend la capacité de mise à disposition de l'eau. L'eau étant chose commune, on ne la vend pas comme telle, ce n'est pas l'eau qui est vendue, c'est sa mise à disposition, c'est le service, si vous voulez, qui est rendu. Et on pourra considérer que dans ce cadre-là, ce qui est cédé, donc les droits, ce sera le service rendu par rapport à la donnée, mais pas la donnée elle-même en tant que telle. Pas la donnée elle-même en tant que telle. Et tout simplement parce que vous avez beaucoup de données qui ne sont pas considérées en tant que telles comme des biens juridiques, donc qui vont relever des choses qui ne sont pas susceptibles d'appropriation, et donc de ce fait, eh bien, on ne peut pas les approprier, donc on est obligé de trouver un autre biais pour pouvoir notamment les céder. Et c'est notamment c'est pour ça qu'il faut distinguer la donnée brute, donc la donnée brute est une chose commune, par rapport à la donnée traitée, parce que la donnée traitée, vous avez injecté des idées, de la technicité, un certain nombre d'éléments qui vont faire que vous lui avez apporté un petit élément supplémentaire qui va faire que les éléments qui ont été extraits par cet apport supplémentaire, eux, sont l'objet d'une propriété, notamment toutes les informations que vous avez extraites de la donnée, donc qui n'apparaît pas à l'état brut, elles sont appropriées. Et donc là, comme elles sont appropriées, elles vont pouvoir faire l'objet d'une cession puisque ça devient un bien juridique. D'accord ? Contrairement à l'autre qui était simplement un bien, on va dire, informel en tant que tel. Mais alors, dans ce cas-là, à partir du moment où on a une donnée qui a fait l'objet d'un traitement qui n'est plus brut, ben c'est le cas de la SNIEF en tant que tel, c'est quoi les droits dessus? D'accord? Mais surtout, c'est qui a les droits dessus? Or, le qui a les droits dessus est très variable
est très variable selon la nature de la personne qui les réalise. Si c'est une personne privée qui le fait dans un contexte privé pour son propre intérêt, alors elle a entièrement tous les droits sur l'exploitation de la donnée. D'accord ? Si c'est une personne privée qui le fait dans le cadre d'un contrat de travail, eh bien on va s'intéresser aux stipulations du contrat de travail pour savoir ce qui est prévu par rapport à la production du travailleur. Si c'est son job de fournir pour son employeur ces éléments de données-là, ça ne lui appartient pas. Il n'a qu'un élément moral sur son œuvre. Il n'a pas de droit intellectuel, il n'a pas de droit patrimoniaux, il n'a qu'un élément moral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas supprimer son nom s'il avait été prévu que son nom apparaisse sur l'élément d'extraction. Et après, ça devient un peu plus compliqué, c'est que si c'est un agent public, fonctionnaire, qui le fait dans le cadre d'une mission bien particulière, eh bien, les données ne lui appartiennent pas, elles appartiennent à son administration. Alors, il se peut que dans le cadre de conventions qui sont passées, et c'est pour ça que chaque situation est un peu particulière, eh bien, on va examiner si il a été prévu que l'administration fournisse des royalties aux cessions des éléments ou pas. Par exemple, quand un universitaire écrit un article et qu'il est payé par l'éditeur, l'administration ne perçoit rien dessus. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de disposition qui le prévoit comme tel. En revanche, sur les éléments de création qui sont liés, par exemple, la constitution d'une collection, parce que je travaille beaucoup sur les questions de collection de paléontologie, etc. La constitution d'une collection par un fonctionnaire en exercice et qui, à la fin de sa carrière, va vider sa collection, va la donner à un musée, il n'a pas le droit, puisqu'il l'a fait dans l'exercice de sa fonction, ça appartient à son université ou à son centre de recherche. D'accord ? Son seul apport à lui, c'est d'avoir fait la classification, point final, enfin d'avoir extrait, d'avoir fait la classification, donc d'avoir extrait des données, finalement. Vous voyez ? Et donc, toute la difficulté qu'on a lorsqu'on est dans le cadre d'une ZIEF, c'est de savoir qui est propriétaire de quel droit sur la chose. Ensuite, dans la mesure où la ZIEF, c'est une donnée publique, donc elle va relever du mécanisme inspiré de la directive communautaire permettant un accès libre, mais l'accès libre ne veut pas dire nécessairement qu'il ne soit pas payant, parce qu'il va y avoir mise à disposition notamment d'un support, possibilité d'avoir un accès à des éléments qui vont transmettre les supports, et là où vous aurez peut-être encore plus la nécessité de payer l'accès à la donnée, c'est si vous réexploitez la donnée pour la recommercialiser sous une autre forme. Par exemple, vous établissez un ouvrage avec des cartes ZNIEF comme ceci, vous devez payer à l'administration, comme vous payez à l'IGN, par exemple, vous devez payer à l'administration le droit de reproduction de la donnée. Mais ce n'est pas la donnée comme telle que vous cédez. Voilà, pour ça, c'est ça une ZNIEF pour un juriste. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Juste très rapidement, vous avez parlé plutôt au début de votre présentation de données illégales, et puis vous êtes passé à d'autres choses, et je voulais savoir si vous pouviez préciser ce que vous appeliez une donnée illégale. Est-ce qu'on peut créer une donnée de manière illégale, notamment sur une propriété privée ? Oui, on peut créer une donnée illégale. C'est si vous pénétrez illégalement à l'insu du propriétaire alors que vous devriez lui demander l'autorisation, la donnée que vous avez préemptée, elle est illégale. Mais elle est illégale, non pas la donnée en tant que telle, mais par les modalités d'accès à celle-ci. D'accord ? Vous voyez la nuance ? La donnée brute, elle n'a pas de statut. C'est les modalités d'accès qui permettent d'accéder à la donnée qui, elles, sont illégales. Ce qui veut dire que l'extraction de la donnée elle-même sera illégale, et par une simplification de langage, on dit que la donnée est illégale. Ça, c'est le premier point. Après, il y a la vraie donnée illégale, c'est celle qu'on ne peut pas constituer parce que la loi l'interdit. Exemple, je fais un dossier de fonctionnaire sur vous et je prends votre dossier médical que je mets dans le dossier. C'est une donnée illégale. Voilà, l'illégalité, elle tient à cet élément-là. Ce n'est pas une vraie illégalité en sens qu'elle n'est pas interdite comme telle, comme le dossier médical dans le dossier du fonctionnaire ou de l'agent public. C'est qu'elle est illégale par la façon dont elle a été constituée. Et là-dessus, on a des cas de contestation ou de plainte de propriétaires par rapport à des données naturalistes ? Alors, non, parce qu'il faudrait déjà... En plus, quand vous regardez une carte ZNIEF,
Vous n'êtes pas à la précision au mètre carré près permettant d'identifier exactement la propriété en tant que telle. Donc on a eu ces discussions avec le logis Infosol sur ce point. C'était le degré de précision des données que l'on peut avoir, et notamment toutes les données précises que l'on peut avoir désormais maintenant avec les GPS et autres, où là, on peut identifier précisément que tel matériau a été extrait à cet endroit et que le matériau il a telle et telle nature qui permet de démontrer qu'éventuellement il y a un problème dans le sol. D'accord ? Et là, vous créez une donnée personnelle, illégalement donc, puisque seul peut consentir à la constitution de données personnelles celui qui en est le propriétaire ou le support, si c'est l'individu par rapport à ses éléments de santé. D'accord ? Et là, c'est illégal. Parce que vous êtes allé dans un degré de précision qui permet de rattacher le nom de la personne à l'élément de la donnée. Voilà. Natacha, oui, c'est assez subtil hein, comme raisonnement. Natacha Dulka de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, je suis tout là-haut. Ah pardon, excusez-moi. Non, en fait, je suis comme dans un théâtre, j'ai des projecteurs et c'est très cool. C'est ce qu'on nous a dit hier. Alors moi, déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation très pédagogique et partager au départ une petite mésaventure qu'on a eue en Nouvelle-Aquitaine et du coup vous poser 2 questions. On a fait rédiger par des préfets des arrêtés de pénétration sur les propriétés privées. Et en fait, on a le monde agricole a fait pression sur les préfets pour retirer ces arrêtés, pour que les gens ne puissent pas venir faire les inventaires, pour que derrière, on ne puisse pas désigner les INEF et que du coup, pas de connaissances, etc. etc. Du coup, nous, on a essayé de creuser un peu la question et on a 2 questions. Déjà, qu'est-ce qui définit une propriété close et non close ? Bon, hormis, effectivement, quand c'est un enclos, c'est assez clair, mais par rapport aux fossés, par exemple, ou aux haies. Et la deuxième, c'est qu'on a cru comprendre qu'il n'y avait pas, alors c'est pas un délit, mais d'infraction à la pénétration dans la propriété, mais qu'il existait une infraction seulement en cas de dommage à la propriété. Donc voilà, ça c'était les 2 questions. C'est exact. En fait, vous avez donné la réponse à votre question en tant que telle. Bon, la propriété est considérée comme close, quel que soit le mode de clôture, dès lors qu'il faut passer par un endroit spécialement aménagé pour entrer. C'est-à-dire que si vous franchissez les barbelés, c'est clos. Si vous passez par un portail dont vous violez la propriété, si vous passez par-dessus les barbelés, de la même façon, si vous avez un portail qui permet d'accéder, ça renforce encore la closure de l'élément. Ça ne veut pas dire que ça soit une propriété qui soit totalement fortifiée, où il faut des engins pour détruire les murs pour entrer. C'est pas ça la closure. Hein. C'est vraiment le fait que le propriétaire ait manifesté le souhait non seulement de marquer territorialement sa propriété, mais d'interdire la pénétration. Ça peut être à la limite, ça serait clos, ça peut être à la limite une simple... Si vous avez l'occasion, lisez ce superbe bouquin qui fait 10 pages, qui s'appelle « La théorie du barbelé ». C'est exceptionnel, c'est comment, juste avec un fil, on marque la propriété et l'interdiction de passer. Et donc la violation du droit, juste avec un fil. C'est génial le droit pour ça. On peut faire une vraie forteresse avec un fil, juste. Intellectuellement, j'entends. Et donc, dans votre cadre-là, il est vrai qu'à partir du moment où vous franchissez, imaginez, vous mettiez une échelle, comme on fait souvent, on soulève le barbelé, puis on passe dessous, puis voilà. Le simple fait de pénétrer dans la propriété d'autrui par ce biais-là n'a pas d'incidence. C'est-à-dire, juridiquement, ça n'est pas qualifié d'infraction. On est quand même dans un système de légalité des délits et des peines. Si vous n'avez pas une incrimination, c'est-à-dire un texte qui va vous définir le comportement infractionnel, il n'y a pas d'infraction comme tel. En revanche, si une fois que vous avez pénétré dans la propriété, vous commettez des dommages, vous prenez des choses, un coup de tarière, vous prenez des matériaux, vous partez avec, là, c'est une atteinte à la propriété. Alors certes, c'est une atteinte mineure qui va relever d'une contravention de la 3e ou la 4e classe, ça ne sera pas un délit, il n'y a pas en prison pour ça, mais pour autant, vous aurez caractérisé une atteinte à la propriété. L'atteinte ne sera pas caractérisée par le fait que vous avez franchi la barrière, mais le fait que vous avez... voilà. Contrairement, par exemple, à un vol dans une maison, qui est aussi un élément clos en tant que tel, parce que vous avez une infraction qui définit le fait d'avoir pénétré dans une construction, usage d'habitation. Vous voyez, c'est là la nuance. Alors après,
la dégradation ou le vol, parce que ça peut être caractérisé comme vol aussi, hein, il ne faut pas oublier. Vous allez dans un champ, vous prenez des fleurs, vous prenez des champignons, c'est un vol. Juridiquement, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, s'il n'y a pas l'autorisation du propriétaire, vous le volez. Sauf ce qu'on appelle la coutume, c'est-à-dire que le fait que le propriétaire, pendant des années, n'a jamais manifesté d'opposition au fait qu'on vienne récupérer des fleurs dans son champ, on vienne récupérer des champignons dans son champ, etc., etc. Mais là, parce que ce sont des éléments qui, on va dire, qui sont traditionnels. En revanche, à partir du moment où vous allez récupérer de la terre, des éléments minéralogiques sur le terrain, là, ce ne sont pas des éléments, on va dire, classiques qu'on trouvait dans l'ancien temps où les personnes allaient sur le terrain des autres pour récupérer des éléments qui, en tant que tels, ne dégradaient pas. Pourquoi ? Parce que les éléments que vous avez, ce sont des fruits. Voilà, les fruits, c'est ce qui permet d'être enlevé de l'élément sans en altérer la substance. Il y a une reproduction. D'accord ? C'est ça un fruit en droit, ce n'est pas la pomme, etc. En revanche, si vous le prenez, que ça ne se reproduit pas, c'est un produit. Vous prenez un caillou, il ne se reproduit pas, c'est un produit. Donc là, vous avez une infraction parce que ça n'est pas dans l'esprit général de dire c'est pas comme un champignon, quoi. Le champignon, il peut repousser, etc. On peut avoir ce que la Cour de cassation appelle une tolérance. Si vous arrivez à démontrer que le propriétaire a toléré pendant des années le fait que vous puissiez rentrer dans les terrains, récupérer des éléments, il n'y a pas d'infraction. Mais il n'y en a pas non plus dans le fait que le propriétaire pourrait vous attendre avec le fusil à la sortie de la propriété en disant « Vous me rendez ces trucs, c'est à moi ». Parce qu'il ne commet pas de vol à vous les reprendre. D'accord ? Parce que là, ça veut dire qu'il caractérise la cessation de sa tolérance. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il tolère ou pas. Sauf s'il met des panneaux, il est interdit de faire des coups de tarière dans mon terrain. Je m'y oppose. Enfin, je ne crois pas dessus d'avoir des panneaux comme ça. Plutôt interdiction de ramasser les châtaignes ou les champignons. Mais vous voyez, c'est ça l'idée. Hein, voilà. Alors après, l'autre question que je pensais que vous alliez me poser en prolongement, c'était, et que se passe-t-il si le préfet refuse l'autorisation ? Parce qu'on ne peut pas le contraindre. On ne peut pas le contraindre. Et dès lors qu'on ne peut pas le contraindre, s'il refuse, il n'y a aucun recours contre le refus du préfet, donc vous ne pouvez pas pénétrer dans la propriété privée, sauf à demander gentiment l'autorisation du propriétaire.